Dans le cours précédent, nous avons étudié l'effet du temps de transit sur l'analyse de circuits. Nous avons aussi introduit le concept des éléments distribués, puis on a calculé la relation entre le courant et la tension, qui était sous forme d'une équation différentielle. Puis on a trouvé les solutions de ces équations, du courant et de la tension. Puis on a trouvé que ces solutions représentent un phénomène dans les lignes de transmission. Donc le courant et la tension existent sous forme d'ondes dans les lignes de transmission. Les caractéristiques de ces ondes sont régies par le paramètre gamma, qui représente la constante de propagation. Donc on va comprendre la signification physique de cette quantité gamma, qui est complexe de nature, et on va voir un exemple d'application pour voir comment appliquer cette gamma dans l'analyse des lignes de transmission. Après, on va avoir une solution complète de ces équations différentielles et on va avoir l'expression finale du courant et de tension dans les lignes de transmission. Comme on a déjà vu, la constante de propagation gamma est reliée au paramètre primaire de la ligne. Donc gamma est défini par la racine carrée de R plus J L oméga sur G plus J oméga C, où RLC, GNC sont les paramètres primaires et oméga la pulsation du signal. Comme on a déjà vu la dernière fois, cette constante gamma peut être réécrite sous forme complète comme alpha plus J bêta, où gamma est égal à alpha plus J bêta. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre la signification physique de alpha et de bêta. Et quel est l'effet de ces paramètres alpha et bêta sur la propagation du signal. Donc on se concentre sur l'onde qui se propage dans la direction positive, donc l'onde incidente. L'onde incidente est égale à V plus exponentielle moins gamma x est égal à V plus exponentielle moins alpha plus j bêta multiplié par x. Je suppose que V plus est une quantité réelle. À ce moment-là, je peux écrire le module de V plus exponentielle moins alpha x multiplié par exponentielle moins j bêta x. Donc la tension dans la ligne de transmission est sous forme d'onde qui se propage dans la direction positive dans la ligne de transmission. Son amplitude est donnée par V plus exponentielle moins alpha x et une phase qui est égale à bêta x. Donc cette quantité gamma a deux composantes, une partie réelle qui affecte l'amplitude de la ligne et une partie imaginaire qui affecte la phase du signal dans la ligne de transmission. Donc la phase est en fonction du distance dans la ligne de transmission. Elle est égale à moins bêta x et s'appelle la phase faciale est égale à moins bêta fois x. C'est-à-dire plus l'onde se déplace dans la direction positive de x, la phase se décale de plus en plus et la phase varie linéairement comme une fonction de x pour une valeur donnée de bêta. Puisque cette quantité bêta x est une phase, donc bêta représente une phase par unité de longueur. Donc cette quantité bêta est la phase, le changement de phase par unité de longueur. Et donc les dimensions de bêta sont radiens par unité de longueur. Donc radiens par mètre. Et on sait à partir de nos cours de base en physique qu'un changement de phase de 2π correspond à une distance égale à la longueur d'onde. Cela signifie que cette constante de base bêta, qui représente le changement de phase par unité de longueur,
est relié à la longueur d'onde de signal. Donc par définition, on peut dire que pour une distance de lambda, la longueur d'onde, le changement de phase est égal à 2π. Donc le changement de phase par unité de longueur est 2π par lambda. Donc par définition, on a cette quantité bêta qui est égale à 2 fois π sur lambda. En pratique, dans les mouvements ondulatoires, on ne va pas définir lambda en premier. Dans une géométrie complexe de propagation des ondes, premièrement, on analyse le paramètre bêta, puis on utilise la relation 2π par bêta pour calculer lambda. Pour simplifier le problème, on va définir la vitesse et on divise la vitesse par la fréquence pour avoir la longueur d'onde. Mais lorsque l'onde se propage dans des géométries complexes, la vitesse est un paramètre inconnu. Autrement dit, cette quantité bêta est inconnue. Normalement, lorsqu'on a à analyser un phénomène d'onde, premièrement, on détermine ce paramètre bêta. Ensuite, on divise 2π par bêta pour obtenir une quantité ayant une dimension de longueur. Et cette quantité s'appelle la longueur d'onde, lambda. Comme on a déjà vu, puisque gamma dépend de les paramètres primaires R, L, C et G, bêta dépend aussi de ces paramètres et elle dépend aussi de oméga. C'est pour ça qu'on conclut que cette quantité bêta, qui s'appelle la constante de phase, est une fonction des paramètres primaires de la ligne R, L, C et G et de la fréquence. Autrement dit, on conclut que la longueur d'onde d'un signal qui se propage dans la ligne de transmission est en fonction des paramètres primaires de la ligne et la fréquence. En général, si les paramètres primaires de la ligne changent, la longueur d'onde et la constante de propagation seront changées. Un autre paramètre dans la constante de propagation est cette quantité alpha. Ce terme représente une onde qui se propage dans la direction positive de x et son amplitude varie en exponentielle moins alpha x. Cela signifie que à x égale à 0, l'amplitude est égale au module de v+, c'est-à-dire lorsque x augmente, l'amplitude diminue en exponentielle moins alpha x. Si je trace l'amplitude de cette onde en fonction de x, à x égale à 0, on a une amplitude qui est égale au module de v+, et l'amplitude de l'onde décroît exponentiellement en exponentielle moins alpha x. Donc alpha, c'est le paramètre qui détermine de combien l'amplitude de l'onde diminue lorsqu'elle propage dans la ligne de transmission. C'est pour ça que cette quantité alpha est appelée la constante d'atténuation, puisqu'elle représente comment l'onde est atténuée dans la ligne de transmission. Donc cette quantité alpha est appelée la constante d'atténuation. Et elle a une unité spéciale qui s'appelle Neper par mètre. Donc si alpha est égal à 1 Neper par mètre, donc l'amplitude de la tension sera réduite de 1 sur E par rapport à sa valeur initiale pour une distance d'1 mètre. Donc si je remplace x par 1 mètre et alpha par 1 Neper par mètre, cette quantité sera égale à exponentielle moins 1 fois le module de V. L'amplitude sera réduite 1 sur E par rapport à sa valeur initiale qui est égale au module de V+. Donc alpha est relié avec la distance sur laquelle l'onde est atténuée de 1 sur E par rapport à sa valeur initiale. C'est pour ça que cette longueur représente une certaine distance caractéristique pour laquelle l'onde se propage dans la ligne de transmission. On peut dire que 1 sur alpha représente
la distance effective de propagation de l'onde, puisque l'amplitude de l'onde va être réduite de 1 sur E par rapport à sa valeur initiale pour cette distance. Donc on aura une distance effective de propagation de l'onde dans la ligne, qui est de l'ordre de 1 sur alpha. Puisque l'amplitude de l'onde est réduite de 1 sur E par rapport à sa valeur initiale, la puissance de l'onde va être aussi diminuée. Donc je peux représenter cet alpha en termes de dB. Donc si je prends le rapport des deux tensions, la valeur initiale qui est V+, et la valeur finale, après une distance d'1 mètre, qui est égale à V+ exponentielle moins alpha x, on peut définir le rapport des deux tensions, et cette quantité est appelée en dB. Donc j'ai dB qui est égal le rapport des deux tensions qui est égal à moins 20 log exponentielle moins alpha x. Si je prends alpha est égal à 1 ampère par mètre, et x est égal à 1 mètre, cette quantité devient exponentielle moins 1, dB devient égal à moins 20 log exponentielle moins 1, qui est égal à 8,68. Maintenant, j'ai une relation intéressante entre alpha en deux unités, l'une en ampère et l'autre en dB par mètre. Donc j'ai 1 ampère par mètre est égal à 8,68 dB par mètre. Dans la plupart du temps, dans les fiches techniques, on a l'atténuation spécifiée en termes de dB par mètre. Mais il faut retenir dans la tête que si je veux utiliser les formules de l'analyse des lignes de transmission, il faut utiliser la valeur exprimée en ampères et non pas en décibels. Donc il faut être sûr à ne pas utiliser la valeur en dB, mais il faut utiliser la valeur exprimée en ampères. Donc si elle est exprimée en dB, il faut la convertir en décibels avant de l'utiliser dans les équations de courant et de tension. Et comme on a déjà vu pour la constante de phase, la constante d'atténuation, elle dépend aussi des paramètres primaires de la ligne et de la fréquence d'opération. Donc en général, la constante de propagation, qui est une combinaison de constante de phase et constante d'atténuation, dépend des paramètres de ligne et de la fréquence d'opération. Lorsque la fréquence augmente, l'atténuation augmente elle aussi. C'est pour ça que pour la même ligne qui fonctionne très bien en basse fréquence, lorsqu'on augmente la fréquence, les pertes augmentent. Cet effet sera expliqué plus tard dans ce cours. Mais à ce moment-là, il suffit de connaître que si on augmente la fréquence, l'affaiblissement devient de plus en plus important. Maintenant, prenons un simple exemple. Supposons que j'ai une ligne de transmission ayant les paramètres primaires R est égal à 0,5 ohms par mètre, L est 0,2 micro-henri par mètre, la capacité est égale à 100 picofarad par mètre, et la conductance G est 0,1 siemens par mètre, et la fréquence d'opération est égale à 1 GHz. La fréquence est égale à 1 GHz. On peut vous demander de calculer la constante de propagation, ou bien on le fait explicitement par le calcul de alpha, la constante d'atténuation, et bêta, la constante de phase. Premièrement, il faut convertir la fréquence en pulsation. Donc oméga est égal à 2πf, donc 2π fois 1 GHz.
radians par seconde. Puis la constante de propagation gamma est égale à la racine carrée de R plus J oméga L multiplié par G plus JC oméga. Donc je remplace par les valeurs des constantes primaires de la ligne. Donc je sépare la partie imaginaire et la partie réelle. J'aurai gamma égale à 2,23 plus J 28,2. Donc la partie réelle 2,23 représente la constante d'atténuation alpha. Donc alpha est égal à 2,23 mètres par mètre. Et la constante de phase bêta est égale à 28,2 rad par mètre. Une fois on connaît les paramètres primaires de la ligne, R, L, G et C, et la fréquence d'opération, on peut calculer la constante de propagation gamma, la représenter sous forme partie réelle plus partie imaginaire, et donc on peut trouver la constante d'atténuation gamma et la constante de phase. Maintenant, nous allons appliquer ces résultats dans le calcul de la tension de la ligne de transmission. Supposons que j'ai une onde qui se propage dans la ligne. Alpha et bêta de la ligne sont donnés par ces résultats. Donc on connaît alpha et bêta de la ligne. Disons qu'à un certain instant, à une certaine position, x égale à 0, la tension vaut une certaine valeur. Et on veut calculer la tension à un autre point, à un autre instant de la ligne. Disons que j'ai une ligne de transmission. À certains points, x égale à 0, et à un certain instant t, je mesure la tension à ce bout de la ligne. Et je veux trouver la tension à l'autre bout de la ligne, à un autre instant. Disons que à t égale à 0, la tension était de 8,66 volts. Et je veux calculer la tension à une autre position, x est égal à 1 mètre par exemple, et t est égal à 100 nanosecondes. On veut aussi trouver la valeur maximum de la tension à ce point-là, à x égale à 1 mètre. Puisqu'on a une différence de phase entre les deux points, à t égale à 100 nanosecondes, la tension ne sera pas à sa valeur maximum. Donc nous allons calculer deux quantités. Donc quelle est la valeur de la tension à ce point de la ligne et quelle sera la tension maximum à atteindre dans ce point-là. Donc pour ce problème, on peut distinguer deux cas. Le premier est lorsque l'onde se propage de gauche à la droite, quelle sera la tension à ce point-là. Et le deuxième, lorsque l'onde se propage de droite à gauche, quelle sera la tension à ce point-là. Considérons le premier cas où la tension se propage de gauche vers la droite. Comme on a déjà vu, la tension en fonction de t est égale à la partie réelle de V plus exponentielle moins alpha x exponentielle moins j bêta x plus j oméga t. Si V plus est une quantité complexe,
Parce qu'on a cette quantité, la tension qui est donnée de 8,66 peut ne pas être la valeur maximum. En général, cette quantité peut avoir une phase et une amplitude. Donc je peux écrire le module de V plus cosinus phi plus oméga t moins bêta x exponentielle moins alpha x. Donc cette quantité-là, V plus exponentielle moins alpha x, représente la variation de l'amplitude en fonction de x. Et ce terme-là nous donne la phase, en tenant compte de la phase initiale du signal à x égale à 0. Maintenant, en replaçant les conditions x égale 0 et t égale 0, donc j'aurai 8,66, donc la valeur maximum. Donc si je remplace par 0, je trouve le module de V plus cosinus phi. Si on ne connaît pas la phase initiale à x égale à 0, on peut résoudre le problème par la supposition que la phase est égale à 0, mais en général cette phase est différente de 0. Maintenant, si la valeur de voltage est 8,66 et la phase initiale était de 30 degrés, donc la phase initiale est 30 degrés, je remplace dans l'équation, j'obtiens que le module de V plus cosinus 30 degrés, et à partir de ça, je peux obtenir l'amplitude de l'onde, qui est égale au module de V plus égale à 10 volts. Donc je remplace V plus par, dans cette expression, je peux calculer V de t. À t égale à 100 nanosecondes. Donc j'ai tous les paramètres pour calculer la tension à x égale à 1 mètre et à t égale à 100 nanosecondes. Donc je peux trouver la valeur instantanée de la tension à t égale à 100 nanosecondes. Donc je remplace dans l'équation. J'aurai V de t est égal à moins 0,88 volts. La tension maximum sera la valeur de V plus fois exponentiellement alpha x. Et on sait que alpha est égal à 2,23 Nepher. Donc je peux remplacer alpha par sa valeur pour calculer la valeur maximum, pic, la valeur de pic. Donc la valeur maximum est égale à 10 exponentielle moins 2,23 fois x qui est égal à 1 fois 1, qui sera égal à 1,075 volts. Donc pour ce problème, pour cet exemple, l'application, on a la valeur de la tension donnée à x égale à 0 à un certain instant du temps. Et par l'utilisation de cette équation, on a trouvé la valeur instantanée de la tension. Et on peut trouver aussi la valeur maximum qu'il peut atteindre dans n'importe quel point de la ligne. Donc je peux calculer soit la valeur instantanée ou bien la valeur maximum de la tension. Comme on a vu à partir de là, puisque alpha est positif, la tension voyage de gauche vers la droite, l'amplitude est de 10 volts, et après 1 mètre, elle décroît vers 1,075 volts. Donc l'onde sera atténuée dans la ligne. Si je prends une autre situation où l'onde traverse du droite vers la gauche, puisqu'on a changé la direction de l'onde, l'atténuation est de droite à gauche. Donc si je reviens en arrière, l'amplitude à cette position sera plus
plus grande que celle à gauche. Donc les deux ondes, lorsqu'elles se propagent dans les deux directions, et puisque alpha est positif, le comportement de l'amplitude ne sera pas le même. Donc puisque l'onde sera toujours atténuée dans la direction de propagation. Donc si l'onde propage de gauche à droite, son amplitude sera atténuée de gauche à droite. Si je prends une onde qui se propage de droite à gauche, son amplitude sera augmentée puisque l'onde se propage dans le sens inverse de la ligne. Par l'utilisation des mêmes équations, et on change le signe de bêta, puisqu'on a maintenant une onde qui se propage dans le sens inverse, ou bien dans l'autre direction, de droite vers la gauche. Donc maintenant, la tension sera le module de V plus exponentielle plus alpha x exponentielle J plus bêta x, donc plus J bêta x plus J oméga t, multiplié par la phase exponentielle J phi. Maintenant, plus on se déplace vers la direction positive de x, l'amplitude augmente. Si je remplace la valeur de alpha et de bêta dans l'équation, j'aurai la tension V de t pour la même position et le même instant est égal à 83,77 volts avec un signe négatif. Lorsque l'onde se propage de gauche à droite, son amplitude était 1,075 volts, et si l'onde se propage de droite vers la gauche, l'amplitude sera de moins 83,77. Malgré que à x égale à 0 et t égale à 0, l'amplitude était la même. À partir de ce raisonnement, à partir de cette explication de la constante gamma, maintenant on peut calculer la solution finale des équations différentielles. Jusqu'à maintenant, on a juste déterminé la solution générale de l'équation différentielle du deuxième ordre, et on a donc déterminé les équations générales de courant et de tension. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'ils représentent vraiment les deux termes de la solution. Maintenant, en appliquant des conditions aux limites, je peux toujours manipuler des équations pour réduire certains cas constantes, donc en passant en avant pour trouver la solution finale de l'équation. La première des choses, il faut noter que les expressions du courant et de tension sont complètement générales en nature, c'est-à-dire qu'ils doivent satisfaire les équations différentielles à n'importe quel point de la ligne. La première des choses que je peux le faire pour ces équations, je peux remplacer dans l'équation différentielle originale. Donc je vous rappelle que dans les équations différentielles originales, nous avons dv sur dx est égal à moins r plus j oméga li, et di sur dx est égal à moins g plus j oméga c fois v. Donc je connais les expressions de i et de v. Je peux prendre n'importe quelle équation et je remplace par les équations du courant et de tension, et je peux trouver une relation entre les constantes arbitraires. Donc je vais remplacer v par son expression dans la solution générale de l'équation différentielle. Donc d sur dx de v plus exponentielle moins gamma x plus v moins exponentielle plus gamma x qui est égal à moins r plus j oméga l et plus exponentielle moins gamma x plus i moins exponentielle gamma x. Donc je peux dériver encore ces deux termes. J'aurai moins gamma v plus exponentielle moins gamma x plus gamma v moins exponentielle gamma x qui est égal à moins r plus j oméga l multiplié par i plus exponentielle moins gamma x plus
et moins exponentielle gamma x. D'une première vue, on observe qu'il y a une seule relation qui relie le courant et la tension. Mais si on observe profondément cette équation, on note que ces deux termes, V plus et V moins, représentent deux ondes qui se propagent dans des directions opposées. La même chose pour I plus et I moins, qui représentent deux ondes qui traversent la ligne dans deux directions différentes. Cette relation, qui représente la relation générale entre le courant et la tension, doit être satisfaite à n'importe quel point de la ligne. Puisque les deux ondes qui se propagent dans des directions opposées de la ligne ont des phases différentes, on ne peut pas satisfaire cette équation à n'importe quel point de x, sauf si chacune des ondes satisfait individuellement cette condition à n'importe quel point de la ligne. C'est-à-dire que dans cette équation, on a deux équations intégrées. La première onde qui a une amplitude V+, doit être reliée avec la première onde du courant, et la deuxième onde de la tension doit être reliée à la deuxième onde du courant. Donc en réalité, à partir de cette unique équation, on peut tirer deux équations. Parce que les deux ondes doivent satisfaire des équations différentielles individuellement, puisque ces expressions de courant et de tension doivent satisfaire les conditions à n'importe quel point de la ligne. J'obtiens moins gamma V plus exponentielle moins gamma x égale à moins R plus J oméga L I plus exponentielle moins gamma x et gamma V moins exponentielle gamma x est égal à moins R plus J oméga L et moins exponentielle gamma x. Maintenant, à partir de ces équations, ces deux relations, je peux retrouver la relation entre l'amplitude de la tension et le courant pour les deux ondes. À partir de ces expressions, donc j'élimine exponentiellement gamma x, je peux obtenir la relation entre V plus et V moins. Et la même chose pour la deuxième équation. Donc on peut éliminer exponentielle gamma x pour obtenir la relation entre le courant et la tension. Donc V plus divisé par I plus est égal à R plus J oméga L divisé par G plus divisé par gamma. Et V moins sur I moins est égal à moins R plus J oméga L divisé par gamma. Je peux remplacer gamma par son expression. Donc la relation sera la racine carrée de R plus J oméga L plus JC oméga. Et la même chose pour la deuxième qui est égale à moins R plus J oméga L par G plus J. Maintenant, ces deux quantités représentent une autre caractéristique de la ligne, puisque ces quantités dépendent des paramètres primaires de la ligne et de la fréquence d'opération. Puisqu'on a gamma, la constante de propagation, qui est une combinaison des paramètres de la ligne et la fréquence d'opération, maintenant on a un deuxième paramètre, un autre paramètre qui caractérise la ligne. Puisque ce paramètre est un rapport entre la tension et le courant, il aura une dimension d'une impédance. C'est pour ça qu'on appelle cette quantité comme l'impédance caractéristique de la ligne. Et en général, on appelle cette quantité Z0 ou bien ZC. On définit cette quantité comme l'impédance caractéristique de la ligne appelée Z0 qui est égale à R plus J oméga L
par G plus J oméga C. On va voir par la suite que cette quantité Z0 ou bien Zc, l'impédance caractéristique de la ligne, détermine le flux d'énergie transmis dans la ligne. Les deux paramètres, la constante de propagation et l'impédance caractéristique de la ligne, ces deux paramètres caractérisent la propagation dans les lignes de transmission. R, L, C, G et C, malgré qu'ils représentent les paramètres primaires de la ligne, ils sont difficilement et rarement calculés dans l'analyse des lignes de transmission. La plupart des temps, les caractéristiques de la ligne sont représentées par gamma et Z0. Et ces deux paramètres sont adéquats pour analyser n'importe quelle ligne de transmission. Mais si quelqu'un veut calculer la constante d'atténuation et la constante de phase, on peut utiliser Zc et gamma à partir de la fiche technique de la ligne et on peut résoudre les problèmes des lignes de transmission. Maintenant, qu'est-ce que Z0 représente exactement? Vous notez que le rapport entre le courant et la tension est égal à Z0. Et c'est quoi V+? V+ est l'amplitude de la tension de l'onde incidente. Et I+, c'est l'amplitude du courant incident. Donc cela signifie que, à n'importe quel point de la ligne, si je prends le rapport entre le courant et la tension dans une direction, sera égal toujours à l'impédance caractéristique de la ligne, sans tenir compte des conditions aux limites de l'équation de la ligne de transmission. Il faut se rappeler que jusqu'à maintenant, on n'a pas utilisé les conditions aux limites de la ligne de transmission. On parle toujours de la solution générale de l'équation différentielle. Puis on a remplacé les équations générales de courant et de tension dans les équations différentielles et on a établi une relation entre les amplitudes de tension et du courant dans les deux directions. Donc pour l'onde incidente, le rapport de la tension et le courant pour l'onde incidente est égal toujours à plus Zc. Et le rapport de la tension et du courant pour l'onde réfléchie est toujours égal à moins Zc. Donc l'onde incidente voit toujours une impédance positive, tandis que l'onde réfléchie voit la ligne comme une impédance négative. Donc puisqu'on a une onde qui se propage dans la ligne de transmission, la relation entre son courant et sa tension est fixée par l'impédance caractéristique de la ligne. Si je regarde cette quantité, R plus J, L, J oméga L sur G plus J oméga C, donc on a une partie réelle positive. Cela signifie que l'onde incidente trouve la ligne comme une impédance ayant une partie réelle positive, c'est-à-dire elle trouve une résistance lorsqu'elle se propage dans la ligne. Et puisque la ligne de transmission est une structure passive avec résistance, inductance, capacitance et conductance, il est logique que le courant et la tension trouvent cette ligne de transmission comme une résistance. Si je considère l'onde réfléchie, puisque cette quantité est la même, cette 0 est la même, la partie réelle sera négative pour l'onde réfléchie. Cela signifie que l'onde réfléchie trouve une résistance négative lorsqu'elle se propage dans la direction positive de la ligne. Mais l'onde réfléchie ne se propage pas dans la direction positive de x, elle se propage dans l'autre direction. Mais si je calcule le rapport de tension et du courant, l'impédance sera négative. Et qu'est-ce qu'une impédance négative représente physiquement? Cela signifie que l'énergie est plutôt recevée que d'être transmise dans la ligne. Ceci indique essentiellement que si je considère la direction positive de x, je recevrai de l'énergie. Ce qui est logique dans ce cas, puisque l'onde se propage dans la direction inverse, puisqu'on parle de l'onde réfléchie. Puisqu'on a la source d'énergie par la gauche, ceci est équivalent à dire qu'il y a une autre source à la droite
qui fournit de l'énergie. Donc l'onde réfléchie essentiellement est équivalente à une source placée du côté de la charge. C'est pour ça qu'on a une impédance négative. Donc cette impédance négative ne représente pas un sens conventionnel de l'impédance, mais elle représente que la direction de propagation de l'énergie est dans le sens inverse. Donc on conclut que, sans tenir compte des conditions limites dans les lignes de transmission, on a trouvé que l'onde incidente toujours trouve une impédance positive lorsqu'elle se propage dans la ligne, qui est égale à l'impédance caractéristique, et l'onde réfléchie trouve une impédance positive qui est égale à l'impédance caractéristique si je considère la direction négative de x, mais si je considère l'onde réfléchie et je considère la direction positive de x, l'onde réfléchie trouvera une impédance négative. Donc comme déjà mentionné, ces quantités gamma et zc sont adéquates pour résoudre le problème de la ligne de transmission. Maintenant, je peux réduire les constantes arbitraires dans les équations du courant et de tension. Je peux remplacer V plus par Z0 fois I, ou bien V moins est égal à moins ZC fois I moins. Donc maintenant, l'équation du courant et de tension seront réécrites comme V est égal V plus exponentielle moins gamma X plus V moins exponentielle moins gamma X, et I est égal I plus exponentielle moins gamma X, et je peux remplacer I plus par V moins par Z0 ou bien ZC. Donc c'est V plus par Z0 exponentielle moins gamma X moins V moins sur Z0 ZC exponentielle gamma X. Donc en remplaçant les relations du courant et de tension dans les équations, on a éliminé deux constantes arbitraires, I plus et I moins. Et maintenant, il nous reste que deux constantes, V plus et V moins, qu'on va l'évaluer par la suite. Jusqu'à maintenant, on n'a pas défini l'origine de la ligne de transmission. Avant d'appliquer les conditions aux limites, on va définir l'origine dans la ligne de transmission. Dans les lignes de transmission, on peut définir l'origine soit dans la partie du générateur ou dans la partie de la charge. Donc, lorsque je définis les conditions aux limites de cette ligne, donc je peux soit définir l'origine dans le côté de la charge, ou bien je définis l'origine à cette position, du côté du générateur. En général, il est préférable de définir l'origine du côté de la charge. Donc, je prends ce côté comme la position 0. Et après, toutes les distances sont calculées par rapport à la charge. Donc maintenant, je vais définir L. Puisque la direction de X est de gauche à droite, disons que j'ai un paramètre L qui se déplace vers le générateur, donc de droite à gauche. Donc L est égal à 0 et à la position de la charge. Donc je vais définir maintenant toutes les valeurs de X, et L est négative par rapport à X, puisque X se déplace du gauche à droite et L se déplace de droite à la gauche. Et L égale à 0 à la position de la charge. Donc je peux remplacer X par moins L. Je peux réécrire les équations du courant et du tension en fonction de L, qui représente la distance calculée à partir de la charge vers le générateur. Donc je vais avoir la tension qui est égale, donc je vais avoir V est égal à V plus exponentielle gamma L, puisque L est égal à moins X, exponentielle moins gamma L, et I est égal à V plus sur ZC, exponentielle gamma L, moins V moins sur ZC, impédance caractéristique, exponentielle moins gamma L. Et L est égal à 0, correspond à la position de la charge dans la ligne de transmission. Parfois, la charge est appelée le récepteur dans la ligne de transmission, et le générateur est appelé le transmetteur.
Une fois j'ai ces équations, je peux appliquer les conditions aux limites, que je peux les appliquer à L est égal à 0, puisque la ligne a une charge d'une impédance connue. Donc, je vais avoir les conditions aux limites. Donc, au point L égale à 0, j'ai l'impédance ZL, ou bien ZR, égale à ZL, l'impédance de la charge. Donc, je peux prendre le rapport entre le courant et la tension à la position L est égale à 0. Et à partir de cette condition, et je peux appliquer les conditions aux limites pour le rapport tension sur courant. Donc, il doit être égal à l'impédance de la charge. Donc, le rapport de ces deux quantités, ZL est égal à V sur I au point L égale à 0. Ce qui est égal à V plus V moins divisé par V plus moins V moins. Notez que le terme exponentiel disparaît puisqu'on remplace L par 0. Maintenant, il est clair que l'impédance de la charge est reliée avec l'impédance caractéristique de la ligne et elle est aussi reliée aux amplitudes de l'onde incidente et de l'onde réfléchie. On peut noter que cette expression, on peut la réécrire sous une autre manière en prenant V plus en facteur commun. Donc, elle peut être réécrite comme Z0 fois 1 plus V moins sur V plus sur 1 moins V moins sur V plus. Cela signifie que la valeur absolue de V plus et V moins n'est pas importante lorsqu'on applique les conditions aux limites. Donc, c'est le rapport V moins sur V plus qui détermine l'impédance de la charge. C'est pour ça que le rapport de ces deux quantités V- sur V+, c'est la quantité la plus significative lorsqu'on veut appliquer les conditions aux limites dans l'analyse de la ligne de transmission. Donc on définit maintenant un nouveau paramètre qui représente le rapport de V- sur V+, donc l'onde réfléchie sur l'onde incidente. Ce rapport est appelé le coefficient de réflexion. Donc le coefficient de réflexion par gamma, dénoté par gamma majuscule, il est défini comme le rapport entre l'onde réfléchie et l'onde incidente. Donc à n'importe quel point, si je prends le rapport de l'onde réfléchie sur l'onde incidente, donc V- exponentielle moins gamma L sur V plus exponentielle plus gamma L, le rapport de ces deux quantités est appelé le coefficient de réflexion. Puisqu'on a pris les valeurs de la tension réfléchie sur la tension incidente, on appelle ce coefficient le coefficient de réflexion en tension. Donc c'est le rapport de la tension de l'onde réfléchie sur la tension de l'onde incidente. Donc à L égale à 0, le coefficient de réflexion sera égal à V- sur V+. Donc en général, gamma L est égal à V- exponentielle moins gamma L sur V exponentielle gamma L. Mais à L égale à 0, gamma de 0 est égal, donc c'est la coefficient de réflexion à la charge, est égal à V- sur V+. Donc je peux remplacer cette quantité dans la relation de l'impédance. Donc j'aurai ZC fois 1 plus V- sur V+, sur 1 moins V- sur V+. Donc j'aurai ZL est égal ZC multiplié par 1 plus gamma de 0 sur 1 moins gamma de 0. Le coefficient de réflexion à la. Donc je peux inverser cette équation pour obtenir gamma
en fonction de ZC et ZR. Donc le coefficient de réflexion nous donne le taux d'énergie réfléchie dans la ligne. Donc cette mesure nous donne une idée sur combien l'énergie est réfléchie par la charge de cette ligne de transmission en comparant avec l'énergie incidente. Idéalement, si je veux délivrer toute la puissance à la charge, je dois avoir un coefficient de réflexion le plus petit possible. Dans le cours suivant, on va déterminer les conditions d'avoir un transfert total de la puissance ou bien les conditions pour lesquelles on n'a pas une réflexion dans la ligne. On va discuter aussi pourquoi on a des réflexions sur la ligne et on va discuter qu'est-ce que le coefficient de réflexion indique réellement et le rôle de l'impédance de la charge et quel est le rôle de l'impédance caractéristique dans la réflexion d'énergie dans la ligne de transmission. Je vous remercie.